Bonjour et bienvenue dans la 3e saison de Everything Happens for a Reason, le podcast qui explore les aspects business, management, communication des métiers de la création. Si vous me suivez depuis quelque temps, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité. Et si vous êtes arrivé ici par hasard, ou plutôt pour une raison, merci pour votre curiosité. J'espère que cet épisode vous donnera envie d'en écouter d'autres et de vous abonner. Je suis Lily Bonnet, consultante et business coach. Certifiée Calliope, je suis aussi formatrice, car ce qui m'anime, c'est de transmettre et donner des clés pour grandir et faire grandir. C'est la 2e fois que Sarah Kwan vient au micro de Everything Happens for a Reason. La première fois, c'était à Milan, pour un épisode spécial que j'ai enregistré avec 4 invités, interviewés à chaud en pleine Design Week. Cette fois-ci, j'avais envie de lui consacrer un épisode entier, alors j'ai pris le train, direction Zurich. C'était un peu un retour aux sources pour moi en quelque sorte, parce que ma grand-mère maternelle était suisse. Zurich, c'est une ville qui est vraiment tournée vers la nature, grâce aux lacs, les collines, les montagnes. Originaire de Moran, dans le canton de Vaud, près de Lausanne, Sarah vit et travaille à Zurich depuis plusieurs années avec son compagnon et associé, Fortunat Luthi, alias Forti. Ensemble, ils ont fondé Villa Nomade, qui est une agence de curation, de production, de communication, et qui fait des ponts entre les marques et l'art et le design. Sarah nous raconte d'ailleurs comment cette agence est née d'un événement qu'ils ont créé. L'idée même de leur business est finalement venue après. Nous avons aussi parlé des spécificités du marché suisse, de la répartition des rôles entre elle et Forti, et de l'équilibre entre vie pro et vie perso, a fortiori quand on vit et travaille ensemble, et du challenge de devoir toujours créer quelque chose de nouveau et de différent. Sarah partage aussi ses 3 conseils pour un bon networking, parce que le réseau, c'est sa principale force. Bon voyage! Barnaba. Bon, c'est bon, Barnaba dit bonjour. Il est bien élevé, ton fils. Il accueille tout le monde. Bonjour Sarah. Bonjour Lily. Comment vas-tu? Bien, merci d'être ici. Ouais, je suis venue jusqu'à Zurich pour te rencontrer. Alors on s'est déjà rencontrés plusieurs fois, mais pour t'interviewer dans le podcast. L'idée est venue il n'y a pas très longtemps en fait. Tout d'un coup, je me suis dit mais c'est quand même évident, il faut que j'accorde une interview entière à Sarah parce que tu es déjà venue à ce micro. C'était à Milan. Exactement. Pendant le Salone del Mobile. Et c'était, je crois, en 2022. 22 Ouais, 2022. En tête. Ouais. Okay. 22 ou 23. Moi, je ne sais plus. Du coup, maintenant, tu me mets le doute. Bref, en tout cas, c'était une édition qu'on avait adorée. Et on s'était retrouvés dans le superbe salon de thé, je ne sais pas si on dit Marchesi, Marchesi, je crois, parce que 2CH, c'est Marchesi, qui est un peu l'équivalent du La Durée local. Et justement, toi et moi, on s'est rencontrés à Genève à l'ouverture de La Durée. Exactement. En 2016. Ça fait longtemps, presque 10 ans. Ouais. Parce que c'est India Madhavi qui l'avait designé. Et donc, à l'époque, moi, je travaillais chez India. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. Avec ta magnifique fourrure aux couleurs du lieu. Exactement. Non, mais ça reste un souvenir incroyable pour moi. Ouais, c'était vraiment... Je disparaissais dans le décor. Dans le décor, exactement, d'India, ouais. Non, tu disparaissais pas. Non, mais c'était, je faisais partie du décor. C'est ça, exactement. Voilà, it was meant to be. On aurait dit que tu savais, tu sais. C'est vrai. Et donc, je suis venue à Zurich. Donc, on va parler de Zurich, évidemment. On va parler de toi, de ton parcours, de Forti, qui est ton compagnon et aussi ton associé, dans business partner. Voilà, business partner. Donc life partner and business partner. Exactement. Et puis on va parler de votre enfant, votre petit chien Barnaba, qui est un teckel adorable et qu'on va sûrement entendre pendant l'interview. Voilà, parce qu'il veut beaucoup jouer et il est à croquer. Mais avant de commencer, tu sais, j'ai la question signature de ce podcast, puisqu'il s'intitule Everything Happens for a Reason, qui est vraiment devenu un mantra pour moi. Je voulais savoir ce que ça évoque pour toi, cette phrase.
Everything happens for a reason. Je pense que c'est vrai pour nous aussi, pour moi. Si je pense à notre parcours avec notre agence, donc notre agence Villa Nomade, on a eu beaucoup de hauts, de bas, de changements. Et je pense que l'exemple le plus concret serait l'année dernière, on a dû quitter notre lieu qui était notre bureau, un lieu de rencontre pour une communauté de créatifs en Suisse, à Zurich. C'est aussi un showroom vivant, donc pour tous nos partenaires et collaborateurs, des marques collaboratrices qui avaient en fait rendu notre espace un espace design avec une cuisine, avec des meubles de design, etc. Oui, vous aviez le canapé incroyable. On avait le canapé de décédé, on avait plein de choses. Et puis après 5 ans, on a dû quitter les lieux. Et puis c'était un peu dur parce que c'était notre bébé qu'on avait créé depuis le scratch, quoi. Vraiment, c'était. Oui, c'est-à-dire que c'était pas une volonté, c'était pas, voilà, on vous a demandé de partir en fait. Voilà, c'est le propriétaire qui a changé voilà. On va pas rentrer dans les détails, mais bon. Exactement, c'était un peu. C'était pas votre choix. C'était pas notre choix. Et on était vraiment dévastés. Ouais, tu peux le dire en français. Ouais. Ça sonne un peu devastated. Devastated, ouais. On était vraiment. Oui, alors je fais une parenthèse. Il reste d'y avoir beaucoup de mots anglais, mais je traduirai parce que voilà, on va reparler de ton parcours à New York aussi, mais donc t'inquiète pas, tu peux. Oui, j'ai toujours des mots. Mais moi aussi, donc qui viennent en anglais, même vas-y. si ma langue maternelle reste le français quand même. Mais oui, donc on était vraiment déçus de cette nouvelle, et puis au final. On a pu retomber sur nos pieds, on a changé notre concept, on a toujours l'agence. Donc pour nous, c'était aussi une manière de voir les choses en fait différemment. Et puis c'était aussi surtout de se repositionner, de se reposer des questions en fait. On était dans cette routine pendant 5 ans. Et en fait, est-ce que c'est ce qu'on veut continuer à faire dans les prochaines 5 ans, ou si on a d'autres idées, d'autres priorités. Donc en fait... c'était un mal pour un bien. C'est ça. Et donc, là, aujourd'hui, tu es là dans notre nouveau bureau qui est à 2 minutes de Paradeplatz, donc vraiment le centre de Zurich. Et puis, on est dans un espace très beau, très spécial, avec beaucoup de lumière. Grande verrière, qui me fait un peu penser à la Villa Noailles, à hier. Exact, oui. Tu sais, il y a un salon qui est exactement le même plafond comme ça en verrière. Donc c'était un mal pour un bien, et on est bien. Donc, Et donc on va évidemment parler de Villa Nomade, et puis c'est marrant que tu dis ça, parce que c'est un des points que j'avais noté et que je voulais aborder avec toi, le fait que vous ayez comme ça changé évidemment de bureau, parce que tu en as pas mal parlé sur Instagram d'une façon toujours très positive, constructive, justement, de quelle est la leçon qu'on en tire finalement. Le Everything Happens for a Reason, c'est ça aussi, qu'est-ce qu'on tire comme leçon. Et tu as dit quelque chose, parce que donc là, tu l'expliquais, on est près de Paradeplatz, et donc c'est Kreis 1, donc c'est l'équivalent du premier arrondissement. Exactement. Et donc c'est vraiment le cœur, le centre de la ville. Et tu disais, maintenant, ce code postal, finalement, il veut dire que we've made it, qu'on a réussi. Alors qu'on pensait, c'était une story, je crois, ou un post, bref, et tu disais, mais alors qu'on pensait que déjà de survivre au Covid, aussi de monter Villa Nomade comme ça, from scratch, tu vois, de zéro, que déjà ça prouvait qu'on avait réussi, mais non, il nous fallait finalement encore un challenge, et puis tu le sais bien, vous en aurez encore plein d'autres, et je vous le souhaite, parce que ça veut dire que vous avancez, et que vous grandissez, que vous... Voilà, c'est aussi ça, hein, plus on avance, plus on monte, plus on va loin, plus on trouve des challenges de plus en plus difficiles, ou challenging, bref, un peu des... Mais je trouvais que c'était hyper intéressant ce que tu disais sur... on pensait qu'on l'avait déjà prouvé, mais non. Mais en tout cas, là, maintenant, on a une adresse qui résonne avec là où on en est aujourd'hui. C'est exactement ça. C'était une frustration un peu pour moi, parce que c'était monter notre agence et notre espace, on l'avait nommé The VN Residency, donc la résidence de Villa Nomade, et puis de créer un espace de 250 mètres carrés qui était complètement brut, et de l'avoir aménagé de notre propre main avec des amis qui étaient plus dans la construction, d'y amener
amener les marques et de leur proposer ça comme un espace où eux pouvaient avoir un touch point avec des audiences différentes, etc. Et d'avoir survécu au Covid pendant... parce qu'on avait ouvert en 2020 l'espace et l'idée, c'était coworking pour créatifs, showroom, espace d'événements et puis notre bureau. Et puis on a fait... Donc un lieu très vivant en fait, lieu très et assez vivant, mouvant aussi, modulable. Ouais. On changeait, mais chaque semaine, le design, le setup, parce qu'on avait différents événements, que ce soit pour des marques de luxe, de beauté, qui étaient plutôt focus sur une audience très presse, très lifestyle, influence, ou le lendemain, on recevait des personnes plutôt dans l'industrie, que ce soit corporation, qui venaient faire un talk et c'était très sérieux. Tout le monde était en suit et pas les suits que moi j'adore, les styles, les costumes vraiment de business. Business. Donc vraiment avec des corporations comme PVC, vraiment tous ces Big Four. Voilà, donc ça changeait vraiment d'un jour à l'autre. Et puis le design, la scénographie aussi. Donc c'était un espace très spécial. Et puis on a vraiment créé une communauté de créatifs qui autant se rencontraient là, mais il y avait aussi ce côté, on mixait les Zurichois pure souche avec les expats qui pouvaient se retrouver ou retrouver un semblant de chez eux parce qu'il y avait ce côté un peu plus international. Expat, ouais, donc international, vraiment. International de partout, mais il y avait ce côté espace qui change, qui move, espace qui parle à différentes communautés où on crée vraiment ce côté community building et qui en Suisse, on est encore au début si je compare à Paris ou d'autres grandes villes où on a tous ces members clubs, où on a tous ces endroits où les choses bougent et les gens se rencontrent et veulent échanger et connecter de différentes manières. C'était assez novateur pour Zurich en 2019. Donc, alors justement, parce que c'est vrai que c'est un angle hyper important, le fait qu'on soit en Suisse. C'est un marché très spécifique, très niche. Oui. Avec des besoins, évidemment, comme toute niche, très, très précis. Mais ça m'intéresse. Alors, avant de parler du marché, je pense que c'est peut-être important qu'on parle un peu de ce que vous faites exactement. Et alors, en fait, il y a deux choses. Il y a deux aspects. Parce qu'il y a toi, Sarah Kwan, avec ta propre marque personnelle, finalement, avec tous tes rôles, comme tu l'expliquais il n'y a pas très longtemps aussi dans un post LinkedIn. Pareil, on parlera des canaux de communication, mais je trouvais que c'était intéressant, ce post, parce que tu t'es dit, en fait, les gens ne comprennent pas ce que je fais et ce qu'on fait. Exactement. Voilà, et même toi, tu as du mal à exprimer tellement tu fais de choses. Donc, c'est intéressant de retrouver un peu les points commun dans toutes tes activités et comme une tagline en fait de ton approche, je pense. Bref, ça c'est un autre sujet, je peux pas m'en empêcher. Mais tu sais, tu disais voilà, par exemple, au mois de septembre, voilà tout ce que j'ai fait. Et donc en fait, t'expliquais à quel point un mois type pour toi, c'est à la fois de la représentation, le fait d'être friend of the brand, donc c'est ami de la marque, qui est un peu différent de ambassadeur, ambassadrice d'une marque. Donc tu vas m'expliquer un peu les différences aussi. Du networking, beaucoup. Je crois que c'est la base de tout pour toi. Donc on en parlera aussi en détail. Et de la production d'événements. C'est ça? Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui. Oui. Et Soho House. Oui. Ouais. Donc, si tu veux, je trouve que c'est intéressant de voir à quel point tu es à la fois, toi, ta marque personnelle et Villa Nomade. Et donc, essaye d'expliquer un peu déjà ce que toi, tu fais et ce qu'ensuite tu proposes avec Villa Nomade. Alors, je pense qu'effectivement, c'est un peu compliqué parce que je fais tellement de choses que même moi, je m'y perds parfois. C'est ça. Je pense qu'en commençant avec moi, du coup, j'ai commencé, en fait, je pense que c'est ça qui est important de mentionner, c'est que j'avais commencé mon blog
en 2011, quand j'étais encore au lycée. Mais ouais, au gymnase. 2011, Ouais. oh là là. Puis pour moi, c'était, je partageais mes looks, voilà, j'aimais la mode, voilà. J'étais au lycée, donc au gymnase pour les Suisses. C'est où le gymnase? Le gymnase, j'étais à Lausanne. Ah voilà. C'est ça. Ouais. Du coup, c'est le mot du lycée pour la Suisse. On dit le gymnase. Ah ok. Le gymnasium. Ah, c'est un faux ami. Voilà, nous on dit jamais lycée en Suisse. On Ah, parle gymnase, le c'est gymnase, c'est le comme lycée. quand tu dis high school aux États-Unis. Exactement. Quoi. Ok. Donc j'étais au lycée, enfin au gymnase, et puis du coup c'était voilà, je partageais mes looks, je demandais à mes amis, ma famille de me prendre en photo, et puis je regardais ce que faisait le blog de Betty à l'époque, évidemment Cara Ferrani, et puis Rumi et Brian Boy qui étaient déjà big aussi mais des US, et c'était un peu les big, les noms qui étaient déjà là et qui ont su perdurer. Et puis en fait, grâce à ce blog, j'ai vraiment pu faire plein de rencontres. J'ai eu l'occasion, même à l'époque, d'aller à des événements, que ce soit à Genève, où on s'était rencontrés avec la durée, mais aussi à Zurich. On peut dire que tu étais considérée comme une influenceuse. Voilà, donc c'était les blogueuses à l'époque, voilà, et ensuite on est devenue influenceuse et créatrice de contenu. Voilà. Ouais, on préfère ce terme. Donc j'étais vraiment dans cette bulle. Et puis, vu que j'étais partie étudier en Suisse alémanique, j'étais ensuite beaucoup à Zurich pour les événements. Donc, à l'époque, vu qu'en Suisse, on parle 3 langues, 4 langues avec le rhétoromanisme, on a l'italien, le français et l'allemand comme langue nationale. Et puis, du coup, vu que j'étais partie en Suisse alémanique, les événements qui se passaient à Zurich se passaient généralement aussi à Genève pour la Romandie. Donc, vu que j'étais en Suisse alémanique, je venais toujours à Zurich pour les événements pour la Suisse alémanique. Donc j'ai commencé à construire ce réseau d'autres blogueurs, d'autres influenceurs, et puis aussi un réseau de marques avec lesquelles je collaborais. Mais en fait, j'avais vraiment cet intérêt parce que j'étudiais ensuite le marketing et le management. Et du coup, j'avais cet intérêt de comprendre le désir des marques pour vraiment partager leurs produits, leurs stories, etc. Et puis, en fait, c'est en faisant ça que je me suis dit, mais en fait, j'allais à tellement des événements. Et je me disais, mais pourquoi en Suisse, on va encore au parc Hayat ou dans un grand hôtel, on voit une présentation PowerPoint, on reçoit un petit cadeau, et puis voilà. Et je regardais ce qui se passait, et ça c'était déjà en 2016, 2015, et je voyais ce qui se passait dans les autres villes, et en fait, il y avait déjà ce côté experience. Voilà. Ouais. Et je me disais, mais on manque de ça en Suisse. Et puis, c'était un peu d'où l'idée qui nous est venue avec notre premier événement Villa Nomade. Et c'est pour ça qu'on s'est appelé l'agence Villa Nomade. C'est parce que, à l'époque, j'étais à Lucerne pour mes études. Donc, une autre ville suisse alémanique, très carte postale, très touristique de Suisse. Ouais, très représentative de l'image qu'on se fait de la Suisse. Voilà, le cliché. C'est très au centre de la Suisse. C'est très au centre de la Suisse. On a le lac des Quatre Cantons. C'est une petite ville trop mignonne. Et du coup, j'étudiais là à l'époque. Et puis, en 2017, avec mon partenaire Forti, donc partenaire de vie et de business, on s'est dit que ce serait cool de créer un événement où on pourrait prendre... Pardon, il y a Barnaba qui veut jouer. Barnaba qui me donne son petit jouet. Donc, c'est un mini teckel. Il a 1 an et 4 mois et il veut tout le temps jouer. Voilà. Il est très chou. T'inquiète. Donc, pardon, je t'ai interrompu, mais c'était... Non, c'était important. Mais du coup, on s'était dit, en fait, on voulait que tous les blogueurs de Suisse se rencontrent et ils viennent tous à Lucerne parce que c'était pas du tout une destination habituelle pour eux, quoi. Exactement. Soit Genève, soit Zurich. Et puis en fait, beaucoup se connaissaient de par les événements et beaucoup aussi s'étaient jamais rencontrés physiquement mais étaient connectés à travers les réseaux. Et du coup, on s'est dit, on fait un brunch de blogueurs. Et on invite des blogueurs de partout de la Suisse. Et puis, on invite différentes marques sous cette même villa pour leur donner une expérience. Mais ce n'était pas un événement pour une marque, c'était pour les blogueurs, mais on y amenait différentes marques pour créer des expériences différentes. Et du coup, on a eu 30 blogueurs et leurs invités, donc on avait 60 invités pour un dimanche brunch.
Et puis, on a collaboré à l'époque avec l'Office du tourisme de Lucerne, avec qui on a récupéré tout le monde à la gare dans un grand bus et on a fait une halte au Lovendenkmal, qui est un lieu historique à Lucerne, représentant la guerre, etc. Donc, on avait fait un petit stop là. Ensuite, on est monté dans cette villa qui était sublime, qui donnait vraiment la vue sur le lac des Quatre Cantons. Et puis, on avait Mac Cosmétique dans une pièce qui avait vraiment designé la pièce du sol au mur. Et on avait des make-up artistes qui nous faisaient découvrir les nouvelles tendances. Dans la salle de bain qui était hyper canon, très anglaise, avec une grande baignoire, on avait Joe Malone qui nous faisait découvrir leurs parfums, mais aussi leur crème pour les mains, etc. Donc, il y avait toute cette découverte. On avait le brunch by Sprungli, qui est une maison iconique suisse voilà. Zurichoise, pour tout ce qui est confiserie, pâtisserie, etc. Donc, même eux étaient venus jusqu'à Lucerne, un autre canton. Et puis, on avait aussi Belvedere Vodka pour évidemment des cocktails, des Bloody Marys, etc. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un moment fun avec tous ces blogueurs, mais entouré de marques et d'expériences. Donc en fait, vous avez produit finalement l'événement, mais sans aucune rémunération de quiconque. Alors du coup non, on a juste demandé tous les partenaires présents de contribuer d'une certaine manière. Mais finalement, c'est ce qui a lancé Villa Nomade. Exactement. C'est génial. Et en fait, on a eu tellement de retours. L'idée, c'était aussi, on avait un DJ, mais vu la villa était à côté du conservatoire de musique de Lucerne, on entendait à chaque fois qu'on était dans la villa, on entendait de la musique classique. Donc, on avait aussi demandé à une étudiante de venir jouer du violon dans le jardin pour changer un peu les choses. Et du coup, on a eu tellement de retombées positives et que... earned, enfin vraiment, il n'y avait pas du paid, c'était 2017, c'était la Suisse. C'est-à-dire que tout le monde était invité sans rémunération. Et on a eu tellement de publications qu'en fait, on a eu un retour et un feedback incroyable. Autant des marques qui étaient collaboratrices à l'événement, autant des invités, et que aussi les marques qui n'avaient pas pu se joindre à nous, et les invités qu'on ne connaissait pas à l'époque, qu'on a connus après coup, et qui nous disaient, mais tu sais, l'événement Villa Nomade, pour moi, c'était toujours la référence que j'avais jamais vue en Suisse, et je voulais toujours être invitée par vous parce que ça avait l'air ouf. Génial. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé l'agence. Ok. Et c'était juste en fait parce qu'on avait cette idée disruptive un peu de parler des marques, mais d'une autre manière, et en fait de penser aux blogueurs avant et d'avoir ce côté plus humain et échange, et voilà. Donc, génial, j'adore. Ouais. Et alors ensuite, du coup, ça a été qui votre premier client ? Alors ensuite, on a bossé beaucoup avec Aperol Spritz. On adore. On était hyper contents. À l'époque, ils voulaient rendre les spritz aussi idéales pour leur brunch. Je suis pas sûre que ça a vraiment marché. Mais du coup, c'était intéressant parce qu'eux étaient... C'est toujours l'heure du spritz, whatever. Voilà, de exactement. Façon, peu importe le time, avec modération. Avec modération. Mais c'est vrai qu'eux étaient intéressés à créer une expérience complètement différente de leur habitude, et de vraiment créer des événements brunch, mais dans des endroits aussi spéciaux qui n'étaient pas forcément des lieux ou des bars où on pourrait avoir un spritz. Donc c'était assez intéressant. Et Forti, en fait, Forti, ça fait très longtemps que vous vous connaissez. On s'est rencontrés à l'université en 2014. Donc en fait, vous avez fait les mêmes études tous les deux. On a fait les mêmes études. Après, moi, je suis partie à Lucerne en design management, qui était la seule école, enfin université, haute école en Suisse qui offrait ce curriculum. Sinon, il n'y avait personne à New York, mais voilà quoi. Je suis restée en Suisse. T'es pas restée tout le temps en Suisse ? Non, je suis pas restée tout le temps. Parce que justement, t'es partie à New York pour un stage incroyable. Raconte-nous. J'étais chez The Row. D'ailleurs, c'est très marrant parce que on a eu l'événement Villa Nomade, et une semaine après, je partais à New York. À New York. Ouais. Et du coup, c'était fou parce que c'était The Row, c'était une marque que j'adore toujours. Bien sûr. Mais j'avais beaucoup des sœurs Olsen. Oui, les sœurs Olsen, icônes de mode. Mais c'est vrai que j'étais aussi fascinée par
leur manière de collaborer par rapport à la marque, enfin de communiquer, pardon, par rapport à la marque, qui était vraiment toujours mettre en avant l'art, le design, l'archi, énormément. Elles sont très réputées pour ça. Voilà. Et c'est et c'est ce qui me plaisait en fait, au-delà des vêtements qui étaient, qui sont encore sobres, élégants, très tailor-made, donc tailor. Je sais pas comment on dit ça. C'est sur mesure en fait. Ou costume. C'est plus le côté. Oui, j'arrive pas à le traduire non plus. C'est terrible. Savile Row, voilà, costume. Les tailleurs. Les tailleurs, voilà. Les tailleurs anglais. Savile Row, c'est justement assez à Londres, en effet. Et c'était l'inspiration de leur, du nom. Mais c'est vrai que la manière de communiquer la marque de cette manière, avec vraiment l'art, le design et l'architecture, c'était quelque chose qui me parlait. Et du coup, j'étais ravie de les rejoindre pendant 7 mois. Je ne pouvais pas plus, malheureusement, avec mon visa, mais dans leur team marketing et PR. Et ensuite, donc, tu es rentrée. Et ensuite, je suis rentrée, j'ai fini mes études. Et puis, en même temps, nous, on commençait des mandats avec Villa Nomade. Même quand je suis partie, tu bossais. On avait déjà cette première requête avec un des premiers événements pour Apérol. Et puis, on faisait ça. Moi, je soutenais Forti à distance. Mais c'est vrai que pour toute la production, c'était lui et d'autres freelancers qu'il avait pu amener sur le projet. Alors, justement, parce que c'est vrai, on parle beaucoup de lui, il est juste à côté. En plus, il nous entend depuis tout à l'heure. Mais il hoche, il node, il acquiesce de la tête. Mais parce que c'est quand même toi vraiment qui incarne aussi Villa Nomade, c'est-à-dire que l'image de Villa Nomade, c'est quand même toi, Sarah. Lui, il est assez discret. Il est dans la pénombre. Voilà, c'est ça. Et comment est-ce que vous répartissez les rôles? Même justement, tu parlais de production, mais est-ce qu'il y a des rôles assez définis, ou est-ce qu'au contraire, c'est très flou selon les besoins, selon les envies de chacun et des projets? Comment... Non, comme tu le dis, c'est juste, je suis quand même l'image, je suis quand même la face de Villa Nomade. Donc, pour tout ce qui est vraiment aussi le réseau avec la presse, avec les influenceurs, parce qu'on collabore beaucoup avec eux, mais aussi avec tout le côté freelance, tous ces talents, tous ces photographes, tous ces designers. C'est vrai que moi, je suis vraiment out there, constamment. Et je fais beaucoup ce réseau. Parce que c'est ce que t'aimes. C'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai toujours fait. Et du coup, pour tout ce qui est vraiment et je dirais communication avec nos clients et avec l'extérieur, c'est plus moi. Mais Forti, lui, est beaucoup plus sur la production. Donc, toutes nos expériences, tous nos événements, il sait créer les choses impossibles que je lui demande de faire. Avec notre team, évidemment. On est 4 en core team. Et puis après, avec suivant... Des freelances aussi. On a des freelances suivant les projets, les besoins aussi. Et puis après, pour la stratégie, c'est vrai qu'on bosse ensemble. Donc, pour les concepts, pour la stratégie, on est vraiment ensemble. Vous brainstormez régulièrement. Ensemble. Et puis après, c'est plus les tasks un peu différentes qu'on va se répartir. Ok. Et comment on maintient un équilibre? Tu sais, c'est le fameux work-life balance, l'équilibre entre vie pro et vie perso, alors qu'on vit et travaille ensemble. Ouais, je crois qu'on n'a pas trop ça. On l'a pas, justement. On cherche. Aidez-nous. Non, vous ne ressentez pas le besoin peut-être encore de clarifier plus Non, mais on a le besoin. Et on en discute. Et il y a aussi des moments où on est là, ok, stop. On est à la maison, stop. Parce qu'il n'y a pas une urgence. Donc sinon, en fait, tu t'arrêtes jamais. On s'arrête jamais. Mais c'est vrai qu'on s'arrête rarement. Mais là, on en voit de plus en plus le besoin. Cet été, on a pris du temps. On était en Italie. On a vraiment pris le temps de kiffer aussi notre summer break. Mais c'est vrai que, en fait, on voit les choses. On est toujours dans l'optimisation. Mais c'est notre mindset ou deux. Donc en fait, si on voit une opportunité, même si on y lie amis, famille et d'autres moments, on voit en fait l'opportunité de rencontrer quelqu'un qu'on voulait rencontrer. Et c'est le moment. Voilà, on était la semaine passée à Paris pour Art Basel.
Et puis, évidemment, il y avait ce côté... on a été voir Léo Walk, la marche bleue. Ça avait l'air Oh mon Dieu, incroyable. c'était incroyable. Et du coup, ça, c'était un cadeau que tu lui as que fait. j'avais fait Ouais. pour Forti, pour son Annie, pour aller voir un peu plus de représentation, etc. Et on était les deux. Donc Léo Walk, un Oui. danseur et chorégraphe contemporain incroyable. Exactement. Français, exactement. Et donc il a fait c'était dans l'événement non, Ah non, non, pas du tout. Il était au 13e art pendant un mois. Je crois qu'ils viennent de finir leur dernière représentation. En plus, le 13e art. Incroyable. C'est génial, tu arrives à Place d'Italie, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que j'ai été voir Clément Viktorovitch, qui est un prof à Sciences Po notamment, mais aussi un chroniqueur. Il est à la radio, il a été sur Quotidien et il est sur Twitch beaucoup. Et il a aussi écrit un livre sur l'art de la rhétorique et il a ce spectacle qui est génial, vraiment. C'est assez, surtout avec tout ce qui se passe en politique en France. Bref. Et j'ai découvert ce lieu. Tu arrives à Italie 2, qui est quand même le centre commercial un peu glauque, Place d'Italie, et bam. Et la salle est géniale. Incroyable. Ah, donc c'était là. Donc c'était là. Et du coup, ça, c'était un cadeau parce qu'on a suivi Léo Walk, son parcours, on le suit sur Instagram. On avait, on a beaucoup été à la Villa Magnan, à Biarritz. Et puis, on avait aussi suivi ses shootings, des vidéos qu'il avait recordées aussi là-bas. Donc, qu'il avait enregistré. Donc, je traduis. Ouais, pardon. Donc, on suivait activement. Et du coup, c'était un cadeau que je voulais faire pour Forti pour son anniversaire. Et puis, en même temps, c'était là-bas. J'ai pris la date, évidemment, quand on était à Paris pour Art Basel. Et puis, on a fait une semaine où on a vraiment connecté. C'était vraiment beaucoup de réseautage, beaucoup d'événements, beaucoup de rencontres. Aussi avec des amis designers. Il y avait Design Miami, il y avait plein de choses en parallèle. Mais c'est vrai qu'on a vraiment profité de prendre ce moment, cette soirée pour nous, off. Mais évidemment, après le spectacle, on a été à une soirée et c'était de nouveau du réseautage, etc. Tu vois, c'est marrant parce que c'était une des questions que je voulais te poser justement par rapport à cette semaine à Paris. Je me suis exactement demandé, mais est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes venu aussi pour des clients ou non, juste parce que tu sais que c'est un événement où il faut être et que donc vous venez, vous programmez du coup tout en fonction, etc. C'est un mix. On avait du coup des rencontres clients et puis ensuite on est deux passionnés d'art et de design, donc c'était de toute manière, on voulait aussi être, on voulait voir aussi en fait Art Basel au Grand Palais parce que l'année dernière on n'avait pas pu nous y rendre, donc on était un peu déçus. Et puis on avait aussi des amis designers qui présentaient des choses, donc on voulait aussi aller les voir, les soutenir. Et puis on avait plein d'invitations chouettes, donc c'était l'occasion de combiner le tout. Et comment vous êtes autant invité ? C'est-à-dire que c'est ça, c'est toi. Je me suis montrée du doigt moi-même. Non, mais c'est intéressant de voir comment ça fonctionne parce que c'est vrai que c'est impressionnant le nombre d'événements qui existent. Oui, un peu trop. Ouais, il y en a beaucoup, que ce soit dans les Fashion Week ou dans les Design Week maintenant. Et puis parfois ça interloque et ça se rencontre, ça se superpose. Mais voilà, c'est encore une fois cet aspect de Sarah qui est donc justement l'ambassadrice physiquement c'est de Villa Nomade. Moi, je me suis dit mais c'est dingue d'avoir aussi autant d'événements. Est-ce que c'est pas épuisant ? Je sais que c'est grisant, que c'est galvanisant, mais est-ce que c'est pas épuisant aussi ? Oui, mais après c'est ce que je fais depuis 10 ans presque. Ou même plus en fait. Sinon, on s'est rencontrés même en 2016. Enfin, moi, j'étais déjà dans le... Oui, tu étais dans le game. Dans le game, exactement. Les blogueurs, on est dans le game depuis longtemps, si on a le statut de blogueuse et blogueur. Mais en fait, je reçois beaucoup d'énergie à travers ces événements, à travers le réseautage, et c'est pour ça que je le fais. Sinon, je pense que j'aurais choisi un autre job. On se ressemble beaucoup, toi et moi, là-dessus. Ça nous remplit. Ça nous remplit, et le contact humain, ça me donne de l'énergie. Après, oui, effectivement, je reçois beaucoup d'invitations, que ce soit, comme tu disais, en septembre, j'avais fait ce post LinkedIn où je voulais un peu expliquer en fait ce que je
fais. Parce que beaucoup me disent, mais t'es partout, mais tu fais quoi? Alors, tu Et fais du quoi? coup, voilà. Donc, c'était un peu le côté, voilà. Donc, j'ai cette âme de blogueuse, donc que je définis maintenant plutôt comme amie de la marque, friend of the brands. Donc, je suis invitée à beaucoup d'événements parce que j'ai des collaborations avec certaines marques. Donc, parlons business, tu es rémunérée quand Oui. tu es amie de la marque? Oui. Ok. Je suis rémunérée et puis ça, j'ai aussi beaucoup diminué. Je le fais vraiment avec des marques qui me parlent, pour lesquelles je suis contente de prendre du temps parce que effectivement, j'ai moins de temps qu'auparavant quand on est aux études et on a son compte Insta, etc. Oui, il faut que tu aies envie de les porter ou de les... Alors ça, de toute manière, voilà. c'était toujours quelque chose pour moi qui était obvious. J'allais pas faire de la pub évident. voilà, c'était évident. J'allais pas faire de la pub pour une pâte à tartiner. C'était jamais mon positionnement. J'étais toujours très intéressée par la mode, le design, l'art, et puis l'horlogerie, etc. Donc, effectivement, on est en Suisse quand même. Il y a quand même la Suisse, il y a quand même ce côté-là que je ne peux pas nier. Donc, c'est vrai que, voilà, j'ai une casquette d'amie des marques. Après, voilà, pour Art Basel aussi, si j'y pense, je reçois des accréditations parce que je suis vraiment connectée dans ce milieu-là et que je partage, donc je reçois aussi ces accréditations. Ensuite, j'ai cette autre casquette. Casse-tête. Ouais, c'est un... Oh, le lapsus, il est magnifique. Révélateur. C'est vraiment un casse-tête. Donc oui, j'ai cette autre casquette. On me l'avait jamais fait celle-là. C'est venu tout je seul. J'adore. Donc tu as cette autre casse-tête. De plutôt entrepreneur, voilà, cofondatrice d'une agence. On crée des événements, on consulte les marques en termes de communication, que ce soit aussi pour lier le design, l'art. Toutes les marques de nos jours veulent être des marques culturelles. Ouais. Avoir un lien avec le design, avec le monde de l'art. Et puis, pourquoi, à ton avis? Pour raconter leur story, leur histoire. C'est pas vraiment la bonne traduction. En fait, c'est la bonne traduction du storytelling, c'est la communication narrative. Voilà, ouais. Voilà. Donc je t'en prie. Appelle-moi quand tu sais pas. Mais c'est ça, c'est vraiment la narration. C'est ce qu'on vient raconter. Exactement. Mais oui, c'est une histoire évidemment, mais finalement, c'est vraiment toute la communication écrite finalement. Mais aussi, ça peut être à travers des visuels, mais c'est voilà, donc toute la narration, vas-y. Toute la narration. Donc il y a ce côté-là avec l'agence. Et puis encore, j'ai aussi une autre casquette. Je suis aussi la liaison pour Soho House. Liaison, ça fait très espionnage, tu sais. Je sais, et je réalise que je l'utilise en français. Je ne sais pas si c'est correct. En fait, en français, on dirait quoi? La coordinatrice, non. Qu'est-ce qu'on dirait? Ouais, mais c'est très spécifique en anglais. Ouais. Et Soho House, c'est une. Voilà. Alors Soho House, Soho House, c'est un club privé de membres basé de base. Créatif. C'est des communautés créatives, ça c'est très important. Oui. Ouais. De Londres, de Soho. Et du coup, d'où le mot liaison qui me vient également. Donc, Soho House a des maisons, des houses, qui sont leurs clubs, leur club où les gens se rencontrent, les membres dans le monde entier, partout en Europe, mais aussi énormément aux US, au Mexique, au Brésil. Et chaque maison a sa propre identité visuelle qui reste très lié à Soho House en général, mais qui invite l'endroit, les inspirations du lieu, du pays dans lequel la maison se trouve. Ok. C'est payant. C'est payant. C'est vraiment, il y a un membership, il y a un abonnement à l'année. Voilà. Exactement. On doit aussi être validé. On doit être validé, donc il y a tout ce processus de validation. Ouais, c'est sur candidature. C'est sur candidature, en fait, voilà. Et on doit avoir en tout cas 2 personnes qui nous recommandent. Ah oui, aussi, qui sont des parrains. membres. Ouais, exactement. Okay. Y a une Soho House à Paris d'ailleurs, dans le 9e. Dans le 9e. Et puis c'est vraiment ce Members Club où on peut manger, dîner. Il y a des soirées, il y a souvent
soit une salle de spectacle ou cinéma, il y a une gym et puis c'est un hôtel. Donc il y a un peu cette offre. Ouais. Et puis à Zurich, comme dans beaucoup d'autres capitales européennes et aussi partout dans le monde, on n'a pas de Soho House. Mais ils sont très clever. Exactement. Mais on a l'idée d'ouvrir une Soho House. Et puis, du coup, on a des membres qui ont une membership qui est internationale, donc qui leur permet d'aller de voyager partout et d'accéder à toutes les houses, mais leur base est à Zurich, par exemple. Donc on appelle Soho House Cities Without Houses. Donc des villes sans maison. Sans maison, exactement. Et du coup, on peut avoir, en habitant à Zurich et en étant créatif et accepté en tant que membre, on peut avoir notre base à Zurich, mais ça nous donne accès en fait à toutes les maisons, à tous les événements internationaux, aussi aux événements qui se passent aussi à Milan, il n'y a pas encore une house, ou à Madrid également, il n'y a pas encore une house. Donc il y a cette ouverture sur le monde. Donc c'est Soho House qui t'a contacté il y a quoi, il y a 2 ans, un truc comme ça c'était en fait mon prédécesseur qui m'avait invité à me joindre à Soho House à Zurich. Donc le rôle était déjà assuré par quelqu'un. Oui, le rôle était déjà assuré par quelqu'un. Et puis en fait, où on a une Cities Without Houses, donc une membership Soho House en maison, on a toujours un comité en place. Donc il y a toujours la liaison, donc ce représentant de Soho House qui est basé, ambassadeur qui est basé dans la ville, met en place un comité. Et ce comité est peut-être représenté par 10 membres qui sont aussi créatifs, qui ont aussi des idées ou un réseau pour inviter plus de membres à joindre la communauté, mais aussi pour créer du contenu pour nos membres locaux. Et du coup, j'avais été invitée en 2021 pour rejoindre le comité. Ok. Donc, je fais partie du comité de Soho House Zurich depuis 2021. Ah ouais. Et puis, en 2020, fin d'année 2023, on m'a demandé, et la team Soho House qui gère les maisons sans... les villes sans maison. Villes sans maison, pardon. Ils m'ont demandé de reprendre le rôle de liaison comme le prédécesseur. Et ça, c'est combien de pourcentage de ton temps de travail? Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup. On paper, c'est 20%. Ah ouais. C'est un peu plus. Ouais, parce que je te vois communiquer beaucoup dessus. Et je te vois même, hier soir, justement, il y avait un événement chez Aesop à Oberdorfstrasse. C'est ça. C'était génial. En fait, vous avez organisé un événement pour faire découvrir en fait la nouvelle fragrance, le nouveau parfum de la maison. Et c'était vraiment c'était une super expérience, justement. Il y avait quand même presque 30 personnes, je crois. On était 25. 20, quand même. Et il y avait une super ambiance. L'équipe de la boutique était incroyable en plus, parce que donc Heidi, qui est la manager des 2 boutiques à Zurich, et puis Tara, etc. Enfin bref, moi j'ai adoré le moment. Et tu me disais justement, voilà, en fait, les membres aiment ça parce que forcément, déjà, tu te retrouves dans une boutique. Après la fermeture, c'est toujours kiffant. Il y a une exclusivité, quelque chose de... C'est un temps privilégié. On découvre quelque chose. Il y avait vraiment... C'est-à-dire que c'était le temps aussi d'apprendre ce qu'on n'a plus forcément suffisamment. Et puis voilà, tout était très cohérent aussi. Et puis il y avait une super ambiance. Mais donc voilà, ça c'est quand même un événement que tu as produit, que tu as monté, qu'ensuite tu as suivi, et puis tu y assistes. Enfin, c'est beaucoup de temps. Oui, c'est beaucoup de temps. Et du coup, on essaye pour nos membres locaux d'offrir un programme à l'année avec différents événements comme celui que tu as découvert hier. Mais on a vraiment toutes sortes d'événements, que ce soit des fois des tickets, et on a accès à une représentation au ballet à Zurich, où on organise vraiment un takeover et on prend un restaurant, et là on a 100 membres et on takeover le restaurant. Il y a combien de membres à Zurich? On est presque à 600. Ah ouais, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est la deuxième plus grande communauté. Cities Without Houses. Cities Without Houses global. Ah ouais.
Et Milan est la première parce que une house est annoncée. Du coup, le moment qu'on annonce une house, bien sûr, ça monte. Ça monte. Tout le monde. Mais c'est hyper impressionnant, 600. C'est impressionnant, c'est fou parce qu'il y a 2 ans, on était à 400. Ah ouais. C'est énorme. Donc, tu as quand même contribué. Oui, j'espère. Voilà. C'est vrai qu'on a un beau programme. De par mon réseau aussi avec toutes ces marques, on a accès à toutes ces exclusivités. Et du coup, je pense que c'est aussi ça qui rend le programme intéressant pour nos membres. Et puis, au-delà de ça, on est quand même à Zurich. On aime Zurich, mais on a besoin de s'y échapper. Donc avoir comme partout, je pense, voilà. Tu sais, mais, ce qu'on se disait. avoir une membership qui te permet de voyager et d'accéder à d'autres houses. C'est vrai qu'aussi, de point de vue géographique, on est vite à Milan, on est vite à Paris, on est vite partout aussi. Donc, ça fait beaucoup de sens. Mais Zurich, donc, il y a une grande communauté de créatifs. Parce que l'image qu'on peut avoir de Paris en plus, hein, pardon, c'est mon côté snob parisienne, je l'assume, mais... C'est vrai. Non, mais tu sais, l'image qu'on a déjà de la Suisse en général et notamment de Zurich, c'est la banque, la finance, tu vois, l'horlogerie évidemment. Enfin, tu vois, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout cette image de créatif. Mais hier soir, j'ai rencontré des personnes incroyables. Je me suis dit, waouh, il y a une énergie. Alors bon, moi, c'est la première fois que je viens dans cette ville et il y a beaucoup d'eau. Hein. Il y a la Limmat, il y a le Zurichsee, il y a le lac, voilà. Et puis il y a la montagne, tu as les collines, il y a beaucoup de nature. Donc déjà ça, je pense que c'est propice à la créativité. Ça c'est un de mes, tu sais, de mes comment dire, c'est un cheval de bataille quoi, la créativité. Et donc je sais que la nature, c'est très très propice. Mais à ton avis, qu'est-ce qui fait que c'est autant créatif ? Bon, après, on est créatif, mais effectivement, si tu compares... Dans le business, dans ok. le business, non, mais voilà. ok. Si tu compares, effectivement, on n'est pas une... Et tu as raison dans le sens que Zurich reste une ville très focus sur les banques. C'est très business. Et puis, on a vraiment toutes les grandes compagnies. On a aussi beaucoup la tech qui vient s'installer. Aussi, Google a un grand campus. J'ai vu. Donc, voilà. Donc, on n'est pas forcément la ville la plus créative si on compare par rapport à Paris, Londres, etc. Non, mais on a des créatifs et on a des bons créatifs. C'est ça. Et beaucoup sont partis aussi. Beaucoup sont partis. Si tu es de la Romandie, tu vas à Paris. Si tu es de la Suisse alémanique, tu montes à Berlin. Et puis pareil pour les Tessinois, ils vont à Milan. Mais il y a ce côté en fait maintenant où aussi le marché c'est plus ouvert. On est un peu plus dynamisé, on est un peu plus ouvert sur ce qui se passe aussi ailleurs. Grâce à Internet aussi. Grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux. Et puis du coup, beaucoup de ces créatifs sont revenus en Suisse parce que maintenant il y a aussi des opportunités qu'il n'y avait pas auparavant. Alors la qualité de vie, c'est ça, c'est qu'on est quand même en 1 heure, on est en montagne, on a beaucoup de nature, on a le lac, et pas que à Zurich, dans plein de villes suisses, on a le lac, le Rhin, enfin peu importe. Et du coup, c'est vrai qu'on a une qualité... Donc c'est ça, je pense que c'est pour ça qu'on y revient. Oui, tu vois. Effectivement. C'est quand même... Et je pense qu'il y a aussi ce statut, c'est très suisse, on est craintif, on n'est pas les... early adopters. Ben oui, mais parce que c'est un pays qui est enclavé. Et c'est aussi un pays qui est très... en fait, on ne prend pas de risques. Et en fait, c'est pour ça qu'on est stable. La neutralité suisse. Voilà. Mais... Et la stabilité ne vient pas avec le risque. Parce que du coup, voilà. Donc, c'est vraiment ancré dans notre mentalité. Mais il y a aussi ce côté, en fait, si on part et on arrive à créer quelque chose ailleurs, le moment où on revient, on a réussi. Donc, il y a ce côté aussi, il a réussi là-bas, tel et tel est revenu. Là, on peut travailler ensemble parce que du coup, il y a ce statut de réussite. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport à la stabilité et le risque. Je trouve que c'est hyper intéressant. Mais alors, comment ça se fait que ce soit... Que du risque. Que du risque. Non, mais comment ça se fait que ce soit un pays autant axé sur le business avec une prise de risque assez basse ? Oui, mais après, ça reste traditionnel, c'est business, les banques, etc. Oui, là, il y a pas c'est pas de l'entrepreneuriat, genre enfin, à part On, qui est quand même... Oui, voilà. Mais On, c'est aussi 10 ans, plus de 12 ans de...
Tu nous parles de cette marque rapidement pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Du coup, On, c'est une marque donc suisse de Zurich. De Zurich. Ouais. Ils sont très fiers d'ailleurs. Bah ouais. Et les Zurichois aussi. Ouais. Basket, de sport, sportwear. De sportwear, ouais. Ça a commencé par les baskets, non? Basket et sportwear, running, exactement, on running. Et puis, ils sont devenus récemment aussi, grâce à l'aide de Roger Federer, ils ont eu une montée en essence avec une représentation globale. Une visibilité incroyable. Une visibilité de ouf. Et puis, du coup, ils ont aussi su créer des partenariats intéressants, notamment avec l'OEV, vraiment en tapant dans la mode. C'était récent, elles sont trop belles, les baskets. Canon. Et là, récemment aussi avec Zendaya pour leur campagne. Et vraiment en mettant l'accent aussi sur le côté suisse, qui est très cute, que tout le monde adore. C'est très celui cliché, qui a fondé On, c'est un cute. ancien de chez Vitra. Et qui est aussi une marque familiale suisse pour Exactement. le coup. Et justement, donc moi je collabore pas mal avec Vitra et j'ai eu la chance d'assister à un Work Panorama Talk de Raphaël Gilgen qui est le Trend Scout de Vitra pour le monde entier. Donc vraiment le dénicheur de tendances, enfin l'analyste des tendances. Et il montrait un peu une interview de John Kuhlman, donc par rapport à l'innovation du workspace, de l'espace de travail, et comment On, justement, ils ont réinventé l'espace de travail autour de la mobilité, mais justement pour rendre tout le monde encore plus créatif au sens large du terme. Je trouve que c'est hyper intéressant. Je crois que le building, voilà, tu vois, c'est aussi emblématique à Zurich, la tour On. Tour On, ouais. Voilà, mais c'est intéressant de voir à quel point justement dans une ville qui est quand même pas très grande, mais d'avoir autant d'énergie, moi je trouve que c'est très... Enfin, moi, c'est très inspirant. Je suis là que depuis 24 heures, mais déjà, j'aime beaucoup l'énergie. Non, il y a une bonne énergie. Et il y a une énergie aussi qui, justement, parle à une audience internationale. On a beaucoup d'expats, mais on a aussi vraiment ce mix, en fait, entre expats et locaux. Et tradition. Tradition, très, très tradition aussi. Mais non, mais pour en revenir à On, ce que je trouve aussi intéressant, leur building est incroyable. L'architecture, enfin, l'aménagement est hyper inspirant. Et puis, il y a vraiment tout ce côté, vraiment, c'est bon, on va tous courir à midi, on est une famille, et puis il y a les douches, il y a les salles de sport. Enfin, il y a vraiment ce côté... en fait, c'est presque un members club. Oui, c'est ça. Mais tu vas au taf, donc c'est assez cool. Génial. Et il y a une bonne énergie aussi. J'ai des copines qui bossent chez On. Mais il y a aussi une bonne énergie parce qu'il y a beaucoup de designers, d'expats qui sont venus à Zurich pour travailler chez On. Et du coup, ça, c'est aussi assez excitant de voir parce que du coup, le mélange est génial. On attire aussi des gens de partout pour venir travailler chez On. Donc, c'est assez cool. Alors, revenons sur le marché suisse pur, parce que ça m'intéresse vraiment de savoir quelles sont ses spécificités. On en parlait un peu, toi et moi, hier en off, de comment, par exemple, même la presse, tu parlais de peu de prise de risque, mais finalement, on n'est pas, en Suisse, on n'est pas des early adopters, c'est-à-dire qu'on n'est pas des... C'est compliqué à traduire tous ces termes. On n'est pas les premiers. Les premiers à adopter une tendance. Voilà, mais on va attendre qu'elle ait un peu fait qu'elle ait fait son chemin et qu'elle ait été validée par un peu plus justement pour l'adopter ensuite, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on communique dans un marché pareil, alors que toi, tu es quand même très... Enfin, tu vois tout ce qui se passe dans le monde, tu es très à l'écoute, très en observation de tout ce qui se passe, etc. Comment est-ce que tu attrapes l'air du temps international pour le distiller ensuite en Suisse? Je pense que c'est ce qui fait notre force, c'est qu'en fait on a toujours su et vu ce qui se passait partout et on l'a toujours en fait un peu traduit à travers nos approches, que ce soit à travers nos campagnes avec presse, influence, ou aussi à travers nos expériences qu'on créait. C'était vraiment d'essayer de révolutionner ce qui se faisait pas en Suisse, mais c'est pas comme si on avait réinventé nous
The Wheel, c'est ce qu'on voyait. On voyait ce qui se passait ailleurs. On s'inspirait de designers, de talents à l'international. Oui, mais comment tu fais pour savoir ce qui va... Enfin, tu vois, tu sais, tu n'arrives pas à l'exprimer, mais moi, je le vois avec mon recul. Je vois que vous arrivez vraiment à savoir ce qui va fonctionner en Suisse. Parce que vous êtes suisses tous les deux, Ouais, et puis toute on a l'équipe. cette Vous avez cette compréhension, connaissance et ouais. cette compréhension, tu vois. Effectivement, en fait, je pense qu'il est difficile pour les marques de pénétrer aussi le marché suisse, c'est qu'on a déjà 3 langues et 3 cultures. Mais c'est vrai. Parce qu'à la fin, en fait, moi j'ai grandi en Romandie, donc vous apprenez tous les 3 langues? Non, voilà, selon ta région, ta région, as une langue prédominante, voilà, et tu choisis une des autres. Donc moi, j'ai jamais pris italien, donc je sais absolument pas parler italien. Et j'ai pris allemand parce que voilà, c'était ce qui faisait du sens. Et puis ben tant mieux parce que je vis à Zurich. Même si on parle le suisse allemand. J'allais le dire. Voilà, il y a encore une spécificité ici. Moi qui parle un peu allemand. Enfin voilà, t'as un dialecte local. Et chaque canton a son dialecte. C'est ça. Donc Bâle a son dialecte, Zurich a son dialecte, et puis Lucerne a son dialecte. Mais effectivement, en fait, ce qui est difficile par rapport au marché suisse, c'est que déjà, donc on n'est pas des early adopters, on n'adopte pas les tendances dès la première apparition. On a besoin de voir que ça a été accepté, que c'est OK, qu'il y a toute peut-être cette recherche derrière qui est faite. On n'y croit pas directement, on ne tombe pas directement dans le panneau. Et puis, au-delà de ça, il y a vraiment cette différence culturelle. Enfin, moi, j'ai grandi vraiment avec la télé aussi française. J'ai des références très francophones. Et puis, si je compare à Forty, mon partenaire qui a grandi à Bâle, lui, il aura des références allemandes. Et moi, en fait, je n'ai pas du tout ces références. Si je pense aussi par rapport à quand on était plus jeune avec la télé, moi, je n'ai pas du tout les références qu'eux ont, parce qu'ils ont ces références qui étaient d'Allemagne et qui étaient transmises sur les radios, les télévisions, les ondes suisse-alémaniques. Et pareil pour les Tessinois, qui ont vraiment cette culture italienne. Et du coup, déjà, là, on appelle en Suisse le Röstigraben. C'est pour... Graben, c'est prendre. Graben, en fait, c'est le fossé. Ah, ok. Ah, pardon. Et Rösti, parce que en Suisse, c'est notre plat un peu national, les pommes de terre. C'est des galettes de pommes de terre. Voilà, exactement. Voilà. Et puis, on appelle le Röstigraben, c'est notre différence. En fait, on a ce fossé entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Et souvent, on n'inclut même pas le Tessin, parce qu'ils sont plus petits, donc on est là. Bon, on n'a même pas besoin d'en parler. C'est catastrophe. C'est comme la Belgique un peu. Hein. Ah oui, ouais, exact. Et du coup, on a vraiment ce Röstigraben parce qu'on ne se comprend pas d'une certaine manière, parce qu'on n'a tellement pas les mêmes références. Et on parle une autre langue. Et puis après, c'est vrai qu'en top de ça, il y a le suisse allemand. Donc ça amène une autre difficulté. Et pour beaucoup de marques, c'est compliqué. Et c'est pour ça aussi, on rigole tout le temps. Parce que si tu vois des marques fun, de beauté, là, je viens de voir que Glossier arrive finalement en Suisse. Ah ouais. Chez Sephora. Après, genre, je sais pas, 8 ans. Non, et du coup, on est toujours... On a vraiment les marques... Connaître le marché, mais vraiment en dernière... Et alors justement, vos clients, ils sont principalement des marques suisses qui ont besoin de rayonner, tu vois, en Suisse et puis même peut-être un peu internationalement, ou plus des marques internationales qui ont besoin de pénétrer le marché suisse? Alors on a les deux. Les deux, mais la plupart de nos clients sont quand même suisses, marques suisses. Avec le siège en Suisse, mais on soutient aussi le côté local, le marché suisse. Et puis, on a aussi quelques clients qui essayent de pénétrer le marché suisse et qui ont besoin de soutien par rapport à ça. Et c'est donc quand même votre expertise, ce marché. Est-ce que vous avez, parce que tu parlais au tout début de notre vision pour les 5 prochaines années finalement, est-ce que c'est aussi de développer de plus en plus, de vous ouvrir de plus en plus, ou est-ce que vous, à l'international, ou est-ce que vous voulez vraiment garder cet ancrage local? Non,
On veut vraiment s'ouvrir vers l'international. On collabore beaucoup aussi à Milan, qu'on s'est vu. On représente aussi beaucoup de marques suisses au Salon du Design à Milan. Alors, on reste avec nos marques suisses, mais on organise d'événements et de la com pendant le salon, pendant la foire. Ça, c'est quelque chose que pour nous est primordial. Ouais. Mais on veut collaborer davantage à l'international. L'année passée, on avait fait on l'appelle de Legacy Project de Villa Nomade. C'est qu'on avait créé un événement, un pop-up d'une semaine pendant Art Basel à Bâle. Et puis, notre idée, c'était vraiment de créer un espace où les gens pouvaient se rencontrer, venir vraiment tout un espace restauration, bar, parce qu'à Bâle, pendant Art Basel, on n'a pas beaucoup d'options comme à Paris. Ah ouais? En termes de restauration, on n'a que quelques restos. Ils sont tous bookés chaque année par les mêmes galeries, par les mêmes marques, etc. Donc il y a peu. Et puis ça reste une petite ville aussi. Donc on voulait vraiment créer un espace où, en fait, autant les locaux pouvaient rencontrer des internationaux qui visitaient la foire et la ville pendant la semaine, et offrir un programme pop-up, restauration, bar, party, DJ, etc. Ok. Et on a créé, donc on a appelé ce projet The Bronx Bodega Basel. Et en fait, l'idée, c'est parce qu'on a amené un collectif gastronomique de New York, du Bronx, donc, ok. Ghetto Gastro. Ah oui. Voilà. Et Bodega parce que c'est l'esprit un peu espagnol. Non, Bodega parce que c'est les supermarchés de coins de rue à New York. Comme les Combini, en fait, ouais, au tous Japon. Ces petits... Les 7-Eleven, voilà, tout ça, exactement. Ça s'appelle Bodega. C'est une Bodega, exactement. Et en fait, on se disait que... Moi, je suis tellement du sud-ouest que pour moi, la Bodega, c'est... Oui, c'est vrai. Espagne. Oui, c'est vrai. Tu vois, comme quoi, ok. Et ça s'appelle les Bodegas. Et au Bronx, c'est aussi vraiment un port, enfin à New York en général. Et l'idée, c'était en fait une Bodega, parce qu'une Bodega, c'est tout le temps ouvert, 24/7. C'est ça. Et nous, on voulait vraiment avoir cet esprit, tu peux venir manger, dîner, tu peux venir boire des verres, tu peux venir faire la fête. Génial. On a vraiment ce côté open, viens quand tu veux, et on sera là. Et du coup, on a fait venir ce collectif de New York, et ils ont collaboré avec un duo de chefs à Zurich, et qui sont très appréciés partout en Europe, dans les marchés alémaniques. Elif et Marcus, qui ont le restaurant Rosie et Gull à Zurich. Et eux sont aussi fous pour tout ce qui est expérience, et de créer vraiment des expériences aussi sur les assiettes. Et vraiment, on a créé une collaboration avec eux. Donc il y avait ce côté aussi très international, mais local. Ouais. Donc on voulait vraiment créer ce dialogue. Et puis on avait vraiment repris le restaurant et bar au Novartis Campus à Bâle, qui est un campus de Novartis, la pharma, mais qui est dans le building des exécutives, et qui est fait par Herzog et de Meuron. Donc le building en soi est incroyable. Oui, l'architecture est folle. Et puis on a vraiment take over cet endroit avec on a mis des rideaux partout. Pour en fait décorer l'espace et changer l'espace rapidement, en créant avec des visuels de restauration des deux duos, donc du collectif Bronx et du Mais ça, donc c'était autoproduit, Villa Nomade. Et puis on avait des donc sponsors. Mais vous investissez vraiment à chaque événement que vous créez pour Villa Nomade. Vous investissez. On investit aussi. Mais donc, c'est intelligent. On avait des beaux partenaires aussi pour créer toute cette expérience. On avait La Prairie. La Prairie qui a été longtemps un partenaire aussi de Art Basel, de la foire, mais qui sont grande marque de cosmétiques suisse. Voilà. Et l'idée, c'était vraiment de l'espace. Enfin, le pop-up était un peu décentré parce que c'est sur le campus de Novartis. Donc, on s'était dit qu'on pourrait créer un petit taxi boat pour amener les gens. Et faire venir tout le monde gratuitement. Et à Bâle, iconique, c'est le Rhin, ce fleuve qui amène et qui est si important en Europe. Et puis on a créé on a brandé vraiment tout un taxi boat La Prairie. Génial. On avait 2 hosts dessus, deux hôtesses, hôtes très très choux, qui donnaient
à chaque invité la possibilité d'essayer leur nouveau mist d'été pour Une se brume, rafraîchir. voilà, Une rafraîchissante. brume rafraîchissante le long de... Il faut que je te traduise non-stop. Oh pardon, je suis désolée. T'inquiète, je te taquine. Non, mais c'est tellement... Enfin, franchement, déjà dans le marketing, les Oui, termes tout, sont toujours tout en anglais. Et surtout dans toutes les marques, donc je comprends, Voilà. mais au moins... parce que pour moi, c'est important, même si je comprends tout ce que tu dis, c'est important que, voilà, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément tout le vocabulaire. Donc, pour moi, c'est important d'essayer. Et parfois, même, j'oublie. Hein, donc, mais je trouve que c'est hyper intéressant. C'est génial, tout ça. Alors, si, par exemple... j'ai plein de questions. Il faut que je fasse de l'ordre dans ma tête. Donc, si, moi, par exemple, je suis, disons, je sais pas, un designer français, je dessine du mobilier, je dis ça parce qu'évidemment il y en a beaucoup dans mon réseau, donc, et j'ai envie de me développer en Suisse. À ton avis, quel est un peu c'est quoi la première ville, c'est quoi le first step, qu'est-ce que je dois faire, à part vous appeler évidemment, mais qu'est-ce que je dois faire pour voilà, découvrir ce marché et essayer, tu vois? Est-ce que c'est plutôt à Bâle? Est-ce que c'est plutôt à Zurich? Est-ce que c'est plutôt à Lausanne? Bon, il y a l'ECAL à Lausanne, qui est quand même la grande école de design. Effectivement. Voilà, quelles sont un peu les pistes? Ou est-ce que juste tu peux me dire, non, franchement, reste à Paris et tourne-toi vers l'international. Pourquoi est-ce que tu veux essayer d'aller dans le marché suisse? Tu vois, c'est une vraie question, je pense qu'on peut se poser. Quelles seraient les opportunités? C'est un peu tricky, ma question. C'est tricky. Ouais. Non, je pense que... Je ne sais pas si la Suisse est vraiment le marché le plus intéressant pour un designer qui n'est pas suisse et qui n'a pas forcément un ancrage en Suisse. C'est pour ça que je te pose la question, je trouve que c'est important. On a des choses qui se passent en Suisse par rapport au design. On a aussi chaque année les Zurich Design Weeks. Cette année, là, on célèbre les prix de design suisse qui vont se dérouler. C'est en septembre aussi, la Design Week? La Design Week, c'est en septembre et les prix suisses de design, c'est en novembre. Okay. Mais ça, c'est vraiment célébrer le design en Suisse, différentes catégories. Oui, parce que c'est quand même, la Suisse, c'est quand même... un berceau du design, quoi. Enfin, il faut le dire. Et après, je pense qu'il y a des belles marques avec qui il y aurait des opportunités intéressantes à collaborer. Tu le disais, tu mentionnais Vitra. Il y a plein de marques qui sont aussi intéressantes qui viennent de la Suisse. Mais après, je ne sais pas si le marché suisse est intéressant pour du B2C. Connaissons aussi beaucoup de designers suisses qui me disent qu'ils vendent énormément aux États-Unis. Évidemment, ils ont aussi leurs clients suisses parce qu'ils sont d'ici et ils ont tout ici. Mais c'est vrai que pour beaucoup de designers suisses, je sais que leur marché le plus important, c'est international et c'est beaucoup les États-Unis. Tu vois, c'est intéressant. B2C, business to consumer. Voilà. Donc mais non, mais t'inquiète. Donc ça veut dire de vendre directement au client final. Ouais. Voilà, exactement. Alors qu'on fait principalement du B2B, business to business. Ok. J'aime bien cette sonnerie. Tu sais, ça fait un peu justement comme les combini à Tokyo. On a fait une toute petite pause parce qu'il y a eu une livraison. Donc, je l'adore cette sonnette. C'est tellement pas français, tu sais, c'est des paysans. Moi, j'aime bien. Ça fait vraiment, c'est kiffant. Je te dis, c'est comme quand tu es à Tokyo, pour moi, le son de Tokyo, c'est les combini. C'est vraiment ces sonnettes quand tu rentres dans un convenience store, donc combini. Donc ces fameux 24/7, voilà, 24 open 24/7, comme tu le disais pour les bodegas à New York. Tiens, mais c'est quoi pour toi le son de Zurich? Est-ce qu'il y a un son de Zurich? C'est intéressant. J'ai jamais posé cette question. C'est la première fois que je suis à Zurich, mais je veux dire, mais peut-être le son des cloches. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises. Nous, on vit aussi très proche d'une église. C'est ça. Non, mais c'est une bonne question. Je dirais le son des cloches, parce que j'ai l'impression qu'il y a tout le temps les cloches qui sonnent.
Ça, c'était Ça, c'est Barnaba Barnaba qui se secouait un peu, qui se tirait. puisqu'il savait qu'on parlait de son, tu vois. Moi, je dirais peut-être les tramways, parce que j'ai pas du tout l'habitude. Tu vois, il y a beaucoup de trams ici. C'est vrai. Et donc, c'est un son assez particulier aussi. Ah oui, c'est vrai. Donc, je dirais que c'est peut-être ça, le son Ouais, de c'est Zurich. vrai. Oui, plus que les cloches. Moi, je suis traumatisée de notre église qui te dérange, qui nous dérange, en fait. Qui t'empêche de dormir, j'adore. Tu parlais donc des Design Week aussi, notamment à Zurich. Je me souviens, je ne sais pas si tu te souviens de ce qu'on s'est dit quand on a fait cette brève interview à Milan, parce que c'était il y a longtemps. Moi, je l'ai réécouté parce que je me souvenais évidemment pas trop de tout ce qu'on s'était dit. Je l'ai réécouté en préparant cette interview. Et tu disais notamment que ce que tu aimais à Milan, c'était le fait que ce soit très... qu'il y a un réel esprit collaboratif. C'est très laid back, assez détendu, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a une énergie particulière pendant le Salone, donc c'est la Design Week milanaise, et que c'est quelque chose très inclusif aussi, tu disais, tu avais ce terme-là, et que tu disais que c'est vraiment spécifique là-bas, et qu'on le retrouve ni dans le milieu de la mode, ni dans le milieu de l'art, et pas vraiment non plus dans les autres Design Week internationales. Donc ça, c'était il y a à peu près 3 ans que tu disais ça. Est-ce que tu ressens toujours la même chose, ou est-ce que tu trouves que peut-être les Design Week se sont un peu plus ouvertes dernièrement? Est-ce que l'art, c'est un peu plus ouvert? Enfin, voilà, ça m'intéressait d'avoir ton point de vue là-dessus. Je pense que l'art, c'est pas plus ouvert. Malheureusement. Non, mais je pense que les Design Week en général sont toujours plus ouvertes. Je pense que Milan, c'est vraiment spécial parce que c'est une énergie, c'est un peu la Design Week, la référence aussi pour toutes les autres Design Week. J'ai l'impression qu'aussi maintenant, chaque ville a sa petite Design Week c'est vrai. Elles ont un peu poussé un peu de pop partout, pop out. Voilà, c'est ça. Elles éclosent partout. Elles éclosent partout, ouais, exactement. Mais je pense qu'il y a quand même, ça reste propre au design, le côté inclusif et le côté laid back. Ouais, je suis d'accord. Ça, de toute manière, je trouve que le design garde cette ouverture d'esprit, cette envie de collaboration. Parce que c'est inhérent à la fonctionnalité, exactement. En fait. Ouais. A priori, c'est quand même pour le plus grand nombre. Il faut qu'il y ait cette inclusivité. Ouais, je suis d'accord. Donc, je pense que c'est propre au design. Donc, peu importe la Design Week, il y a ce côté-là. Aussi, en Suisse, là, à Zurich, on avait la Design Week en septembre. Il y avait beaucoup de collaborations. Le thème était aussi autour de la collaboration, ce que je trouvais intéressant. Mais il y avait aussi des jolies collaborations ou de lieux ou de designers que tu n'aurais pas forcément pensé. Et je trouve qu'il y a ce côté... Enfin, on va dans une bonne direction qui reste l'inclusivité et l'échange. Est-ce que pour toi, la surprise, c'est un des éléments du succès d'une collaboration? Oui. Ouais, aussi parce que de nos jours, on voit tout. On sait tout. Et pour chacun de nos clients aussi, de nos expériences, on dit toujours il faut le faire, le wow effect. Mais est-ce qu'on peut encore créer le wow effect avec tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on voit, tout ce qui a été fait? Et ouais, parce qu'on est blasé tellement et c'est ça le challenge, de vraiment recréer toujours quelque chose de nouveau ou de différent ou qu'on n'ait pas encore vu. Et ça, c'est un challenge. Et c'est aussi un challenge pour Forti. Parce que moi, j'ai toujours des idées un peu farfelues. Et Forti doit généralement les mettre les concrétiser, les mettre en œuvre. Et ouais. On avait fait pour un de nos événements l'année passée, Villa Nomade, c'était une célébration. On avait créé une table tout en miroir, qui en fait, c'était notre table de dessert, et on avait mis plein de meringues, de petites meringues partout sur la table. Et en fait, pendant l'événement, elle était en haut, enfin au plafond. Et puis pendant l'événement, on l'a descendue. Au moment du dessert, on l'a descendue. Et puis, donc c'était sur un plateau avec des poulies, quoi. En fait, exactement. C'était un plateau avec des poulies, mais tout en matériel, pas miroir, mais en 10 bandes pour que ce soit plus léger. Ouais. Et puis du coup, on avait vraiment descendu cette table avec plein de meringues. Et puis on avait coupé cette table pour qu'on puisse avoir des parts, des podiums. Ouais. Qui étaient déjà placés.
Ok. et qui servait ensuite de podium un peu surélevé par rapport à la table une fois qu'elle était descendue, où on avait placé des pots de double crème parce qu'on est en Suisse et meringue double crème, c'est la base. La base en gruyère et la base de tous mes desserts. Et du coup, c'était un effet surprise Incroyable. et voilà. Donc, il faut toujours amener un élément de surprise. Pour revenir sur la façon dont vous travaillez tous les deux ensemble, justement, tu dis, voilà, il faut qu'il concrétise un peu mes idées un peu folles. Est-ce qu'il te recadre? Est-ce qu'il te censure? Oui, il y a aussi des moments où c'est genre, c'est pas possible, c'est pas OK. Mais c'est un échange, mais la plupart du temps, c'est des bonnes idées. Et on essaie de les concrétiser. Je pense que c'est vraiment votre force d'être ensemble comme ça, ce binôme. Parce que tu sais, moi, je travaille avec beaucoup de solos, voilà, que ce soit des entrepreneurs ou des créatifs. Tu vois, des entrepreneurs qui ont même des équipes, mais en fait, ils se retrouvent toujours seuls. La décision. Voilà, exactement. Et c'est d'ailleurs aussi là que j'interviens beaucoup, d'avoir cet échange, ce ping-pong, qui est si important. Qui est si important. Et vous, d'être comme ça tous les deux, mais je pense que toi aussi, finalement, tu le challenges et tu le pousses un peu dans ses retranchements. C'est dans les deux sens, évidemment. On est constamment en challenge. Ouais. On se remet en question. Voilà. On ne dit pas direct oui à l'autre idée parce qu'on est là. Est-ce que c'est vraiment la bonne décision? Non. Et du coup, je pense qu'effectivement, c'est notre force. Et je pense que beaucoup de gens me disent toujours, mais comment vous faites pour être ensemble et travailler ensemble? Et en fait, je pense que nous, c'est naturel. Et en fait, c'est notre force. Je crois que je serais pas seule, ce serait pas pareil. Ouais, seule, ce serait pas pareil. Je suis d'accord. J'aurais besoin de cette complicité et aussi que tu sais que tu peux aussi tenir, enfin que tu peux. J'allais dire tenir sur la personne, que tu peux compter. Ah oui, rely, ouais, c'est ça, que tu peux compter, compter sur la personne. Ça c'est. Il y a un vrai soutien et il y a en même temps ce challenge, c'est intéressant. Et tout à l'heure, tu disais justement que le fait de changer de lieu, ça vous a fait un peu vous reposer des questions sur voilà. Ouais. Et est-ce que vous faites régulièrement cette réflexion stratégique et tu vois quelle est la vision pour Villa Nomade? Ça c'est une première question. Et la deuxième question qui y est liée, est-ce que tu as des objectifs aussi personnels pour toi, Sarah Kwan, ta marque personnelle? Tu vois ce que je veux dire? Alors, pour la réflexion, oui, surtout cette année, parce qu'on a dû changer d'espace. Donc, on avait toute une autre offre. Au-delà, on a nos services avec l'agence, mais on avait aussi avec l'espace. Donc, on avait des événements chaque semaine. On louait l'espace. On avait des créatifs. Aussi, on avait des créatifs qui venaient bosser aussi. C'était un espace coworking pour beaucoup. Et en fait, quand on a décidé, OK, on change d'espace, on est ici. Maintenant, tu vois, l'espace, il est petit. Enfin, c'est 70 mètres carrés. Avant, on était à 70 mètres carrés. Non, mais la traduction, même pour ça. 70 mètres carrés. Pardon, 70, j'adore, mais excuse-moi, mais je le... oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Il n'y a que les Belges qui vous comprennent. Oui, c'est ça. On se comprend entre Suisse et Belge. Donc, effectivement, là, on est à 70 mètres carrés. Alors, je connais pas les. Avant, on était à 250 mètres carrés. C'est vrai que c'est énorme comme différence. C'était un autre niveau. Vous êtes pas un peu, vous sentez pas à l'étroit? Alors l'espace n'est pas étroit, il y a cette grande hauteur sous plafond en plus, encore une fois. Mais... Non, parce que là, en fait, c'est notre office, donc on est puis vous l'avez réinventé de toute façon. Voilà. Et puis on a fait quelques événements dans l'espace déjà, mais c'est vrai que c'est pas le but. C'est vraiment notre office. C'est inviter des gens à avoir des meetings, mais c'est vraiment taffer quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est une autre dynamique. Donc là, pour ça, oui, on a dû poser beaucoup de questions et aussi on se pose toujours des questions parce qu'on a différents clients aussi de différentes industries, vraiment dans la gastronomie, dans le design, dans la mode, dans l'horlogerie. Donc on a toujours aussi cette discussion, ok, est-ce que ça en fait on veut continuer ou est-ce que c'est quelque chose qui nous intéresse moins et on veut plus se focaliser sur un autre client pour une autre industrie. Donc on a un peu tout le temps ces réflexions.
Et alors toi, voilà, Sarah Kwan, personnellement, est-ce que tu as des objectifs, tu vois, je sais pas, par exemple, de collaboration avec des marques, mais pas au nom de Villa Nomade, dans ton nom propre, voilà, ou de faire autre chose, tu vois, au-delà de Soho House, etc., de continuer forever. Enfin, tu vois, est-ce que tu te poses ces questions ou est-ce que juste tu te laisses porter par les opportunités? Alors, ouais, je me suis toujours laissée porter par les Hmm. opportunités. Aussi, bah, pour revenir à Everything Happens for a Reason, je suis très dans ce mood, genre, je sais que les choses arrivent et enfin, il y a toute cette mode de manifester, etc. Je suis pas trop dans ce délire, enfin, dans cette, je veux pas dire délire dans ce sens-là, mais je suis pas trop dans T'inquiète, dans cette vibration, dans cette cette vibration. mouvance. Je sais que les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Mhm. Et aussi, la manière dont on a trouvé cet espace, c'était une amie qui nous m'a présenté au CEO de la compagnie qui a cet espace. Et puis c'était vraiment, ça s'est fait vraiment tellement naturellement. Et lui, il connaissait notre travail, connaissait notre espace d'avant. Et en fait, les choses se font naturellement. Donc moi, j'ai toujours beaucoup Mhm. pris j'ai cette mentalité de go with the flow. Mais c'est vrai que je me pose beaucoup de questions parce que j'ai beaucoup de casquettes. Voilà. Et des fois, je me demande est-ce que, en fait, je devrais pas focaliser peut-être sur une casquette plus que l'autre pour aussi sauver d'une certaine manière mon énergie, voir si c'est toujours relevant pour moi, est-ce que j'ai toujours envie d'être amie des marques, est-ce que voilà. Donc j'ai souvent cette réflexion. Pour l'instant, je garde tous mes fronts, mais c'est vrai que j'ai pas pour le moment un goal précis par rapport à mes collaborations ou mes ouais, j'ai pas voilà. Je pose cette question parce que justement, je pense que tu parles d'énergie. Il est clair que là, enfin, tu es encore jeune, etc. Mais bah, si, tu as 33 ans, tu vois, tu es jeune. Mais je pense en effet qu'il y a un moment où on est obligé de préciser, d'affiner, de rationaliser les choses justement pour pas s'épuiser, pour que ce soit plus, tu vois, que ce soit plus et donc même finalement financièrement plus intéressant parce que enfin comment est-ce qu'on fait pour gagner plus d'argent, bah, soit on a des honoraires plus élevés, soit on travaille plus, en gros c'est un peu les deux axes, tu vois. Mais donc idéalement c'est de pouvoir quand même gagner en qualité de vie et de parfois peut-être réduire un peu voilà la charge de travail. Tant que tu n'en ressens pas le besoin, c'est pas la peine. Mais ça te permet de préparer et d'anticiper et de se dire, OK, de quoi j'ai envie aujourd'hui et comment est-ce que je veux me présenter au monde. Ça, c'est une question importante parce que, tu sais, là, je suis en train de préparer, je vais donner des cours de pitch. Dans une école de mode à Paris qui s'appelle S-Mode pour les étudiants en troisième année, en bachelor. Et l'un des exercices que je vais leur donner, ça va être de savoir se présenter en 1 minute. Tu sais ce qu'on appelle le elevator pitch. Voilà. Donc le pitch dans un ascenseur, si tu rencontres quelqu'un, comment tu arrives à lui pitcher un projet ou une idée en 1 minute, le temps d'un trajet en ascenseur. C'est de là que vient le nom. Bref. Et en fait, c'est très difficile. Et toi, tu as peut-être besoin aujourd'hui justement de faire cet exercice de OK. Enfin voilà, tu sais, comme on le disait. Alors, tu dis quelque chose, je crois que c'était dans ton post Instagram justement. Tu disais dans mon mois, tu sais, j'ai pris des notes. Je regarde. Tu disais, en un mois type, j'ai à la fois fait voilà, de la représentation, du networking, guest and friend of the brand, comme liaison manager for Soho House, co-managing Villa Nomade, membre d'un jury aussi, tu as été, tu vois, on l'avait oublié. Et donc, en gros, tu vois. Et donc, en gros, un mois type, c'est un mélange de curation, de connexion, de production
et d'apprentissage permanent. J'aime beaucoup cette phrase. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, oui. Mais finalement, tu vois, curation, connexion, production, je trouve que c'est vachement bien comme baseline pour toi et pour vous. Oui. Mais même pour toi, parce que la connexion, je reviens à l'aspect networking, qui est vraiment ta spécialité. Oui, c'est vraiment... On disait, tu adores ça. Moi, j'adore ça aussi. Et c'est un des aspects qui sont indispensables pour tout le monde. Même quand tu es salarié, d'avoir un bon networking. Peu importe ce que l'on fait. Est-ce que tu as un ou deux tips, tu as des clés pour un bon networking, selon toi? Ou 3, tu vois. C'est quoi, pour toi, vraiment les piliers d'un bon networking? Ok. Question piège, en fait. Ouais, vraiment. Mais il faut que ça vienne spontanément, tu sais. À ton avis? Je pense qu'il faut juste être curieux. Curiosité, très juste, ouais. Il faut toujours être curieux et s'intéresser aux personnes. Ouvert. En fait. Si on n'est pas ouvert et si on ne s'intéresse pas, on ne va pas réussir à faire du networking. Je pense que c'est important d'aller, et je pense que pour beaucoup, c'est peut-être sortir de sa zone de confort, mais il faut aussi oser aller aux événements, à des networking events, ou peu importe, il faut aller seul. Parce que quand on est avec quelqu'un, on ne va jamais connecter. Et ça, je l'ai vu à travers beaucoup des événements que j'ai faits. Au début, j'essayais toujours d'amener quelqu'un pour ne pas être toute seule, pour avoir ce côté safety net, ton petit... filet de sécurité. Filet de sécurité. C'est une leçon d'anglais, oui, vraiment. Français-anglais aujourd'hui. You're welcome. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'aller seul, parce qu'en fait, si on est avec quelqu'un, on ne va pas faire l'effort d'aller discuter, on ne va pas être ouvert de la même manière. Ça, je pense que c'est aussi primordial, parce que beaucoup vont que avec des personnes parce qu'ils veulent pas, ou ils veulent savoir si tu es aussi là parce qu'ils veulent pas se retrouver seuls. Et en fait, c'est là où on apprend à connaître des gens, c'est là où on sort de sa zone de confort, et c'est aussi là qu'on évolue. C'est tellement juste. Et puis après, il faut savoir se vendre. Et ça, c'est dur. Bah voilà. Et même moi, je reviens au pitch. Bien toujours sûr. le pitch. Parce que c'est vraiment être fier, mais aussi tu veux pas passer pour... Sans être prétentieux. Voilà, tu veux pas être prétentieux. C'est un gros challenge. Hein. Ouais, c'est vrai ça. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce que tu veux aussi être... voilà, tu as des projets, tu es fier de ces projets, tu veux en parler, mais tu veux pas non plus être passé pour... la personne imbue d'elle-même qui parle que d'elle. Donc il y a ce côté, je pense qu'il faut être humble, mais quand même fier de ce qu'on fait, et puis être curieux, avoir cette ouverture d'esprit, de vouloir connecter, et puis vraiment y aller seul et connecter avec les personnes, et oser sortir de sa zone de confort. Ouais. Oh, j'adore, merci, c'est des super bons conseils. Vraiment. Je suis ravie parce que j'étais là, oh my God. Mais tu vois, mais parce que tu te les poses pas ces questions, parce que pour toi c'est tellement naturel, c'est tellement intuitif, tu vois. Oui, c'est intuitif, mais après ça finalement, reste tu l'as même fait un challenge. Mais bien sûr. Parce que même des fois, j'ai pas envie. Il y a des moments où on n'a pas envie, bien et sûr. c'est ok, peu importe. Même si on a fait 500 événements, il y a toujours des moments où des fois on le sent pas, où on n'est pas dans le mood. Et puis, si on a commit, généralement, moi, je commit. Si on s'est engagé. Oui, si on s'est engagé, on s'engage. Ouais. C'est quelque chose aussi d'important pour moi. Je suis dans ce milieu, donc je sais ce que c'est de créer un événement, de faire toute une production, et puis d'attendre des invités. Et puis, s'ils ne viennent pas, c'est toujours un peu... S'ils ne viennent pas et qu'ils ne te préviennent pas. Ouais. Oui, surtout, oui. Ça, évidemment, ça peut arriver. Ça, c'est délicat. Hein. Ça, c'est... mais ça arrive, et puis il faut aussi gérer. Je sais. Donc, je suis aussi dans cette période de gérer ça un peu plus, parce que ça arrive de plus en plus, étonnamment. Et de ne pas le prendre personnellement. Oui, exactement. Mais est-ce que du coup, après, tu envoies un petit message, je ne t'ai pas vu, tout va bien? Oui. Petit follow-up, parce que j'ai checké, j'ai vu, et non, et aussi, juste pour savoir, voilà. C'est vrai qu'on fait beaucoup d'événements, on a des guest lists, vraiment des listes d'invités qui sont aussi importantes. On a aussi des événements qui sont aussi très limités, très intime, donc c'est vrai que si on a un dîner qui est placé avec 10 on a des personnes qui viennent pas, qui ne nous ont pas prévenus, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Surtout de nos jours, j'ai l'impression qu'on est tellement sollicité on a tellement de choix, d'options tout le temps,
que j'ai l'impression qu'on dit oui parce qu'il y a aussi ce côté FOMO, donc on se dit ok je vais, parce que je préfère dire que je viens puis au pire je viens pas plutôt que de dire l'inverse. Et là c'était aussi un apprentissage, je disais tout le temps oui parce que je me sentais mal de dire non. Voilà. Et en fait maintenant je dis non. Et au pire, j'écris aux gens, je dis en fait je viens. Est-ce qu'il y a encore la possibilité, je viens. Mais c'est mieux dans ce sens-là, t'as raison. Oui, et moi aussi quand les gens me font ça, quand nous quand on organise, on est hyper content. Surtout si c'est pas compliqué. Il vaut mieux que ce soit une bonne surprise plutôt qu'une déception. Voilà, mais tellement. Ah ouais, je suis complètement d'accord. Mais je pense parce qu'on est constamment sollicité, on a tellement d'options tout le temps et on a envie d'avoir ces options. Je pense que ça nous rend aussi un peu malades, mais on a trop d'options. Mais c'est clair. Et du coup, on est complètement... Donc c'est très très difficile de s'engager justement et de choisir. Ouais, bien sûr. Je fais une parenthèse sur l'influence. Je sais que c'est un terme que tu n'aimes pas trop. C'est ce qu'on appelle les métiers de l'influence. Et tu sais, en France, depuis 2023, il y a eu une législation, il y a une loi pour justement encadrer tous ces métiers parce qu'il y a eu beaucoup de dérives et d'abus et de manipulation presque un peu, tu sais, il y a de la publicité détournée ou mensongère, de l'incitation à l'achat, des trucs, tu vois, sans aucune éthique de certains. Et donc maintenant, il y a cette fameuse loi qui oblige les créateurs de contenu à préciser quand c'est une publicité, quand c'est une invitation, quand c'est une collaboration, quand le lien est affilié, c'est-à-dire qu'il touche un pourcentage sur les ventes générées grâce au lien tu vois, voilà, etc. C'est pas du tout le cas en Suisse. Donc toi, par exemple, en tant que créatrice de contenu, quand tu partages des choses, on ne sait pas. Que tu sois rémunéré ou pas. Moi personnellement ça me dérange pas, en fait ça me saoule un peu ce truc de collaboration commerciale, mais je trouve que c'est important, mais de le voir à chaque fois, tu vois, je me dis il faut appeler aussi au discernement de chacun. Mais bon, qu'est-ce que tu en penses toi est-ce que tu penses qu'il faudrait que ce soit global, tu vois, international, ou est-ce que peut-être que cette loi française, à ton avis, elle va un peu ouvrir d'autres pays à légiférer aussi? Non, je pense que c'est important. Moi, je sais que je le fais aussi pour certains clients, certaines marques, mais pas toutes les marques le demandent. Après, il y a aussi différentes collaborations et niveaux de... Il y a différents niveaux, bien sûr. Il y a différents niveaux aussi. D'implication et donc de rémunération. Exactement. Aussi, je trouve, invitation... C'est un peu genre... oui, on se doute bien que tu es invité. On est tous invités. Mais c'est ça. Donc, bon, moi, c'est ma vie, donc je suis confuse. C'est ça. Non, mais c'est vrai que je trouve que ça va un peu loin par rapport à ça. Je trouve que pour la rémunération, c'est important. Après, moi, je suis dans ce milieu depuis, si je compte 2012, disons, avec mes premiers événements, etc. Donc et je travaille là-dedans, donc je suis dans cette bulle et moi je vois tout et je comprends tout. Mais j'ai réalisé en discutant avec des amis proches qui sont au courant de cette industrie, etc. Et qui sont aussi, qui ont fait des études, qui sont vraiment, qui savent comme ce qui se passe dans le monde. Pour beaucoup de collaborations, ils le voyaient pas forcément. Et du coup, je pense qu'en fait, c'est très important de le mettre parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont loin de ce milieu, qui sont loin de cette industrie, qui ne se rendent pas forcément compte de toutes ces implications, en fait. Donc, je pense qu'idéalement, il faudrait que ce soit global. Ouais, je pense aussi. Qu'il y ait une règle globale. Mais avec un peu plus de subtilité, de chic. Oui, parce que c'est pas très chic, c'est vrai. Et aussi, je trouve, invitation, ça va trop loin. Je suis d'accord. On sait que t'es invité. Tout le monde, encore une fois, tout le monde est invité. Tu vois, aussi, les gifts, on sait que c'est gifted. Ils disent jamais, j'ai acheté ça et ils ont... non. Qui fait ça. Alors en France maintenant, il y a justement, tu as pas mal de créateurs de contenu qui disent sponsor avec ma CB perso, tu sais, pour bien dire ça je l'ai acheté moi-même. Et donc l'avis que je vous donne, il est encore moins biaisé. Tu vois, et finalement je trouve que c'est vrai, ça a presque plus de valeur. C'est terrible. Mais parce qu'on se dit c'est vrai. Mais ça encore, je trouve intéressant. Mais après, je dis, si tu reçois plein de gifts et tu fais ton unboxing,
ton... Oh là là, unboxing, comment on le traduit? Alors, l'unboxing, c'est chaud. Hein. Ouvrir les paquets. Ouais. Quand tu fais ton ouvrir les paquets. Entre les guillemets. Du coup, là, c'est obvious aussi que c'est du gifting, enfin, surtout si tu les suis, etc. Ouais, c'est évident que c'est des cadeaux. Mais je pense que c'est quand même important d'avoir cette clarité. Clarté, transparence. Ouais. Cette clarté. Non, mais on précise que tu travailles principalement en anglais et que c'est pour ça que tu as... Oui, mais c'est une catastrophe quand même. Ma langue maternelle, c'est le français. T'inquiète, c'est pas grave. Oui, on fait tout en anglais. Ouais, c'est pour ça. Donc, t'es excusée, Sarah, il n'y a aucun souci. Moi, j'adore, mais moi, je suis pareille. Ouais. C'est vrai que je lis, je regarde tout en anglais. Tout en anglais, ouais. Ben voilà. Ouais. Donc, c'est normal. C'est devenu ta langue principale, ça fait tu peur, vois. quand même. Non, je pense que t'inquiète. Mais par contre, c'est important parce que aussi, comme dans ton milieu, tout le monde a cette terminologie. Oui. Tu l'utilises parce que. Mais tu vois, c'est important tu parlais d'inclusivité tout à l'heure. Oui. Finalement, d'être le plus ouvert et moins hermétique, tu sais, ce truc du jargon, parfois c'est un peu hermétique. C'est vrai. Et donc les gens peuvent se sentir un peu exclus. Mais c'est pour ça que j'essaye de faire ces efforts-là. Mais encore une fois, je te dis, je suis pareil. Donc, non, mais t'as raison. Mais c'est vrai que quand je vais à Lausanne, mes amis de Lausanne me disent ils se moquent de toi. Mais arrête de parler en franglais. Tu vois, jamais quoi, voilà. C'est ma langue. Genre, je fais même pas exprès, je réalise même plus. Donc ouais. On pourrait parler toute la journée comme ça. Je sais. Ouais. C'est vraiment genre tellement agréable. Vraiment. Mais on va quand même devoir mettre un peu un terme. Il faut s'arrêter un moment. Et donc, j'aimerais te demander sur quel mot tu as envie de terminer, justement. Quel est le dernier mot que tu as envie de poser sur cette conversation? Je vais dire changement. Ah. Mm-hmm. Ok, tu développes pas. Ok, on va rester là-dessus. Non, je vais dire changement parce que cette année a été une année de beaucoup de changements pour nous, pour l'agence, pour plein de projets. Et autour de moi aussi, beaucoup d'amis, il y a eu plein de changements de vie, changements de carrière. Et j'ai l'impression que c'est un peu le mot de cette année 2025. Donc je me dis, on approche de la fin de l'année, c'est un peu le mot de l'année pour moi. Et tu l'as dit en français, tu aurais pu dire shift. Ah ouais, non, respect. Je l'ai dit en français. Tu vois, alors que moi, je parle tout le temps de shift. Ouais. Donc, je te remercie pour le mot de changement en français. Ouais. Je l'aime beaucoup aussi. Et il résonne avec ce que tu as partagé il n'y a pas très longtemps en story sur Instagram, parce que c'est quand même ton canal de communication principal. La résilience. Et je trouve que d'être résilient dans le changement, finalement, c'est aussi très c'est important et c'est ce qui te permet de continuer, d'avancer, etc. Donc, c'est vrai. C'est vrai que résilience, ça aurait pu aussi être... Non, mais changement, je l'adore. Je le garde. Non, c'est bien. Enfin, je stick to it. Je garde ce mot. Je le garde. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, Lily. C'était trop bien. J'ai adoré. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de prolonger la discussion, n'hésitez pas à me contacter par email lbm@lilybonnet.com, sur LinkedIn ou sur Instagram. Et si, comme moi, vous trouvez que ce podcast mérite d'être encore plus écouté, alors pensez à le partager sur les réseaux ou à l'envoyer aux personnes qu'il pourrait intéresser. Et aussi, abonnez-vous, écrivez des commentaires, spread the love, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. J'en profite pour remercier Philippe Drevet pour la composition de la musique originale de ce podcast et pour la réalisation de chaque épisode. On se retrouve le 15 du mois prochain et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.